Bonjour tout le monde, je m'appelle Patrick Chanzon et je viens vous parler des dernières nouveautés chez Docker. Cette semaine, c'était DockerCon. Avant que je commence, en fait, j'aimerais savoir so I'll switch to English. Who in the room would prefer to have the talk in English? Okay, so we have three. Would you be awfully offended if I do it in French? The slides are in English. Okay, and then for the English-speaking people, we can chat afterwards if there are some stuff that you didn't get. Most of the information is on the slide. Bon, bah donc on va se la faire en français alors. Oh bah merci. Voilà, personnellement, ça me fait très plaisir d'être à DevFest Nantes. Une des raisons, c'est que à l'époque où je travaillais chez Google, en fait, je fais partie de l'équipe qui a créé les DevFest. Et au début, c'était vraiment nos tout petits événements qu'on faisait dans des pays lointains où il n'y avait personne de chez Google. Et c'était des petits trucs de 100-150 personnes. Et donc, de me retrouver à Nantes avec 1600 personnes, je trouve ça vraiment génial. Donc, bravo aux organisateurs. Ça fait plaisir de voir l'écosystème Google grandir comme ça. Un peu sur mon parcours. Je suis français, donc je suis de la banlieue parisienne, à Sceaux. J'ai commencé ma carrière en France, à Paris, chez Accenture. Ensuite, je suis passé chez Netscape. Après, je suis allé chez AOL et Sun. Et là, j'étais vraiment ce qu'on appelle un plombier logiciel. Donc, je faisais du middleware, en fait. J'ai fait des portals serveurs chez Netscape et chez Sun. Et en 2005, je suis allé aux États-Unis chez Google. Et là, en fait, j'ai eu la chance de rentrer comme le premier API Evangelist quand Google commençait à faire des plateformes. Et donc, je me suis occupé de plein de trucs. Et mes 2 dernières années chez Google, c'était sur ce qui est devenu la Google Cloud Platform, qui était Google App Engine au départ. Après, je suis allé chez VMware pour m'occuper de Spring et de Cloud Foundry. Et puis ensuite, chez Microsoft pour m'occuper d'Azure et de ramener des développeurs Java et Linux sur Azure. Et les derniers 6 mois chez Microsoft, en fait, je me suis retrouvé à jouer de plus en plus avec ce truc qui s'appelle Docker. Et le plus je l'utilisais, plus ça me rappelait l'effet que le browser avait eu sur moi 20 ans, ou 15 ans avant. Une nouvelle manière de construire des applications. Et donc, j'ai rejoint Docker il y a 2 ans et demi. Donc aujourd'hui, là, je vais essayer de vous parler un peu d'abord de la philosophie de Docker et puis ensuite de toutes les nouveautés qu'on a annoncées à DockerCon cette semaine, là, les 3 derniers jours. Donc j'appelle ça le Tao de Docker. Le taoïsme, en fait, c'est une philosophie chinoise créée par Lao Tzu. Le livre s'appelle La Voie. Et en fait, il y a des concepts dans le taoïsme que je trouve s'appliquent très bien pour expliquer ce qu'est Docker et ce que ça apporte dans le monde, et notamment dans le monde des entreprises. Donc, ce qui m'intéresse dans le taoïsme, si vous voulez démarrer de manière facile, il y a une BD super de Tsai Shishung. C'est en anglais, mais c'est vraiment une manière très simple d'aborder la philosophie. Il y a un concept dans le taoïsme que je trouve très intéressant qui s'appelle Wu Wei, ou l'action sans effort. Et alors il y a un autre concept qui est Wu Wei Wu, qui est l'action sans action. Le fait d'avoir un effet sur le monde sans avoir à toucher les choses. Et en fait, le fait d'arriver à avoir un effet sur le monde sans action, en informatique, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire le plus possible en utilisant des outils. En gros, plutôt que d'avoir à recoder un outil moi-même, je préfère en trouver un qui fait déjà le job. Et pour moi, en fait, cette notion de wu-wei ou d'action sans action, ça s'applique très bien à un cas d'utilisation en fait, que les entreprises appliquent de plus en plus avec Docker, qu'on appelle la modernisation des applications traditionnelles. Et donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des vieilles applis qui tournent sur Windows Server ou sur des vieux Linux avec des vieilles versions de Java. Ils les dockerisent, ils modernisent les images en dessous, de manière à ce que ce soit plus secure. Et ensuite, une fois que c'est dans une registry, après, ils le déploient on-premise ou dans le cloud. Donc l'action sans effort, c'est un concept que j'ai trouvé assez intéressant. Et le pendant de ça, en fait, c'est ce qu'ils appellent Juran, ou
le fait de suivre la voie de l'univers, hein, sans se battre contre les choses, ce qui permet d'aller plus loin et de faire plus de choses. Et pour moi, ce à quoi ça correspond donc dans le taoïsme, c'est le fait d'être simple, de ne pas être égoïste, de ne pas avoir de désir. Dans la pratique, quand on construit des applications, ce que ça veut dire, c'est créer des applications avec des microservices basés sur des containers, sans état et sans couplage entre les différents microservices. Et donc, il y a cette espèce de yin et de yang en fait, des containers. D'un côté, des gens qui modernisent des applications existantes sans y toucher, et de l'autre côté, en fait, une nouvelle architecture basée sur les microservices qui permet de scaler très facilement de manière horizontale. Voilà. Et donc, pour moi, ce que j'appelle the Docker Way, le Tao de Docker, hein, ou la voie de Docker, c'est le fait d'utiliser ces outils à la fois pour moderniser des applis traditionnelles et créer des applications basées sur des microservices. Alors parlons d'abord de l'aspect modernisation des applis traditionnelles. Donc chez Docker, on a un projet open source qui s'appelle Moby. À partir de ça, on construit une plateforme qui s'appelle Docker. Il y a Community Edition qui est gratuite, basée sur les bits open source. Et puis on a une version qui s'appelle Enterprise Edition qui rajoute tous les contrôles dont les entreprises, ou toutes les fonctionnalités dont les entreprises ont besoin pour mettre les containers en production. Donc il y a une registry secure, on peut signer les images, il y a tout un workflow de promotion des images pour passer de staging en production. Il y a tous les outils côté client, donc pour les développeurs utilisent Docker sur leur desktop. Ensuite, ils poussent les images dans une registry, il y a ce workflow, et après, dans Docker Enterprise Edition, il y a tout un control plane qui permet de spécifier qui a accès à quoi, à quelles applications sur le réseau. Enfin sur le cluster. Dans les entreprises, hein, ce qu'on a vu, c'est que dans les désirs qu'ont les entreprises ou les priorités pour les entreprises, la première, c'est la portabilité. Donc énormément d'entreprises regardent le cloud, mais disent on aimerait bien bouger nos applis là, mais on veut que ce soit portable, on ne veut pas être bloqué dans un fournisseur de cloud. Quand j'étais chez Google, c'était souvent un problème qu'on avait quand on arrivait avec nos offres, genre App Engine. Ils disaient j'aimerais bien le faire tourner chez moi aussi. La deuxième, c'est l'agilité. Donc l'agilité, ça a été créé, c'est Ken Beck qui avait créé ça avec le bouquin XP, c'était en 99. Là, on est 20 ans plus tard, tout le monde a adopté ça. Mais dans les entreprises, en fait, souvent, c'est encore un problème parce que les gens ont envie de faire de l'agile, mais ils n'ont pas souvent la formation, la méthodologie et puis les outils qui vont autour. Donc c'est une grande priorité pour les entreprises en ce moment. Et la troisième, c'est la sécurité. Je pense que vous avez tous entendu parler de la fuite de données chez Equifax aux États-Unis il y a pas mal de temps. Je crois que mon numéro de sécurité sociale doit être parti avec ça. Donc la sécurité, ça devient un vrai problème pour les entreprises, et notamment pour les CIO, et puis ça remonte au CEO. C'est vraiment une responsabilité de l'équipe dirigeante. Et dans ce contexte-là, avec ces trois priorités, les DSI et les informaticiens, en fait, on leur demande de faire de l'innovation, alors qu'en fait, souvent, 80% du budget est bloqué à faire de la maintenance sur des vieilles applications qui tournent sur des versions... D'ailleurs, on va faire un petit sondage, là. Donc, qui parmi vous travaille dans une entreprise ? Ok, tout le monde, ça va être facile. Alors, qui a des workloads qui tournent encore sur Windows Server 2008 ou moins ? Ah, ouais, d'accord, pas mal. Hein. Il n'y en a pas tant que ça, en fait. Et des versions qui tournent encore sous Java 5 ou 6. Voilà. Bon, vous reconnaîtrez là-dedans. C'est le problème qu'on essaye d'adresser, en fait. On a toutes ces vieilles applications qui tournent sur du bare metal ou qui tournent sur des VM dans le data center. Et 80% du budget des directions informatiques, en fait, est bloqué là-dedans. Et donc l'idée de ce qu'on appelle la modernisation des applications traditionnelles, on a vu que de plus en plus d'entreprises faisaient ça. Et donc quand on a vu ça, en fait, on a mis en place un programme avec des partenaires où on marie un partenaire consultant, donc une équipe de consultants. Ensuite, on donne Docker Enterprise Edition pour 30 jours, et puis ensuite un partenaire infrastructure comme Microsoft, Cisco ou HP. Et donc, on propose ça aux entreprises pour faire un proof of concept sur... alors, la première phase dure 5 jours.
Les consultants viennent, en 5 jours, ils dockerisent une ou plusieurs applications, ils la mettent dans une registry, ils commencent à la déployer sur Docker Enterprise Edition, et ensuite on voit si les résultats, on itère pendant, ça dure 30 jours en tout. Et souvent, en fait, les entreprises voient les réductions de coûts qui sont associées à ça et commencent à adopter Docker. Donc, dans les partenaires, on a Microsoft et Avanade, Cisco et HPE pour le hardware, et puis Accenture côté consulting. Donc, portabilité, en termes de portabilité, l'aspect très avantageux de Docker, c'est que ça tourne partout. C'est la même interface, mais ça permet de tourner sur du bare metal, sur de la virtualisation ou dans n'importe quel cloud provider. Donc la plupart des entreprises ont une stratégie hybride aujourd'hui, et Docker, c'est une bonne méthode pour implémenter ça. Côté agilité, quand les gens commencent à dockeriser leur application, typiquement, ils vont 2 fois plus vite. Et puis en fait, côté sécurité, les containers rajoutent une couche de sécurité au-dessus des VM quand on les fait tourner sur des VM. Et donc ça permet d'avoir une meilleure sécurité. Et le dernier aspect qui parle vraiment plutôt aux gens, aux DSI ou aux gens du business, c'est que la réduction de coûts amenée par les containers par rapport aux VM, c'est une réduction de coûts de 50%. Donc on arrive à mettre plus de containers sur les mêmes ressources. Et en fait, on est en train de revivre la vague de consolidation qu'il y avait eu avec la virtualisation il y a une quinzaine d'années. Donc le voyage de la modernisation, on commence par une application existante. Donc si vous regardez les vidéos du keynote à DockerCon, je suis allé repêcher une vieille version de Java Pet Store. Donc Java Pet Store, ça date de 2000, c'était du J2EE. Je suis allé piocher une version qui datait de 2008 dans Spring 2.5, dans les samples. Là, il y a une version qui s'appelle JPet Store, qui avait été déjà modernisée il y a 10 ans. Et donc je l'ai dockerisé, et dans le keynote, vous verrez, il y a 4 démos où on commence par dockeriser l'application et la déployer on-prem. Ensuite, une fois qu'on l'a dockerisée, on peut commencer à encrypter le réseau automatiquement, utiliser les Docker Secrets pour la rendre plus secure et la déployer sur Amazon. Et ensuite, il y a une autre démo fantastique d'IBM, où en fait, ils prennent l'application, ils la déploient sur WebSphere, sur IBM Cloud, sur Docker Enterprise Edition sur IBM Cloud, et derrière, ils se connectent à Watson et ils transforment l'application en une application mobile où je peux prendre une photo d'un animal, l'envoyer à un certain numéro, et en fait, l'application va reconnaître automatiquement l'animal, aller chercher l'équivalent dans le store et m'envoyer ça sur mon téléphone. Donc c'est vraiment de ça dont on parle dans la modernisation, c'est-à-dire de prendre des vieilles applications où souvent en fait il y a énormément de données de l'entreprise qui sont importantes et qui pourraient être exploitées de manière nouvelle, et ensuite de rajouter des microservices autour ou même des fonctions as a service pour la moderniser. Donc voilà, on l'a converti en image, on déploie ça dans le cloud ou on-premise. Ensuite, on peut faire du CI/CD avec, et puis ensuite, on fait ce cycle d'innovation autour. Et je dirais que la grosse différence dans l'approche Docker par rapport aux autres approches, notamment des cloud providers, c'est que du côté des cloud providers, en fait, il y a pas mal d'efforts pour réarchitecturer son application dans ce qu'on appelle l'architecture cloud native, avant de commencer à avoir des bénéfices. Avec Docker, avec cette approche, en fait, je peux prendre mon monolithe, commencer à le mettre sous forme de container, et ensuite commencer à rajouter de la valeur autour, ou bien à le refactorer au fur et à mesure. Donc c'est une approche beaucoup plus en douceur, et je dirais que c'est ça la grosse différence avec les autres approches. À DockerCon, on avait 2 clients sur scène. Il y a FinishRail qui a suivi ce programme, qui a eu 50% de réduction de coûts. Et puis MetLife, qui est une compagnie d'assurance américaine, eux, c'était 70% de réduction de coûts au niveau des VM. Voilà. Et alors, une des grosses annonces qu'on a faites il y a 2 jours à DockerCon, c'était qu'on a un nouveau partenaire dans le programme de modernisation des applications traditionnelles, qui est IBM. Donc avec IBM, ça fait longtemps qu'on collabore dans l'open source. Là, c'est un dessin c'est Phil Estes, en fait, qui collabore avec nous depuis très longtemps, qui est un des mainteneurs de RunC et de Containerd, c'est ce qu'il y a en dessous, sous Docker. Et en fait, toute cette collaboration, au fur et à mesure des années, nous a amené à ce partnership où, en fait,
On a construit une version de Docker Enterprise Edition pour IBM Cloud. IBM a tout un groupe Professional Services, en fait, de consultants qui vont faire cette modernisation dans les entreprises et donc bouger ça sur Docker IE sur IBM Cloud. Donc ça, c'était les annonces d'il y a 2 jours. Donc maintenant, on a un partenaire de plus dans la modernisation. Et sur l'année qui vient, en fait, attendez-vous à voir beaucoup plus de partenaires autour de Docker pour cette modernisation. Et donc, il y a plein de cas d'utilisation d'entreprises. Société Générale, donc c'est un exemple français où eux, ils font à la fois des applis traditionnelles et des microservices. Je crois que c'est le seul français qui a là-dedans. MetLife, j'en ai déjà parlé. ADP aussi, ils font les deux. Voilà, donc ça c'était un peu l'aspect modernisation des applications traditionnelles. Maintenant parlons un peu de la plateforme elle-même. Donc Docker, ce que c'est en fait, c'est une plateforme qui est au-dessus de votre infrastructure et en dessous des applications, qui fournit un niveau d'API qui est toujours le même pour les applications et une API pour les développeurs et les opérateurs qui leur permet les développeurs de créer ces applications et d'avoir leur workflow et les opérateurs de les mettre en production. Donc ça c'est Docker. Et les principes qu'on utilise pour concevoir Docker, d'abord c'est l'indépendance, c'est effectivement cette couche d'indépendance entre votre infrastructure et les applications. Donc le but c'est de faire évoluer Docker à chaque fois qu'il y a une nouvelle infrastructure ou un nouveau type de machine sur lequel les gens veulent faire tourner des applications. On va l'ajouter dans Docker, on va rajouter le support dans Docker. Donc on peut voir ça aujourd'hui par exemple avec Docker sur Raspberry Pi, sur les tout petits devices. Il y a plein de gens qui font tourner ça dans des drones ou des robots ou des petits devices. Et puis le type d'application aussi, donc les types d'applications utilisées dans des containers qu'on a vus récemment. Il y a beaucoup de gens qui font du TensorFlow, du Deep Learning, l'intelligence artificielle, pas mal d'IoT aussi. Et puis toutes les applications traditionnelles. L'autre aspect, c'est l'ouverture. On essaye de faire une plateforme qui est très modulaire. Et donc, les 2 dernières années, on a eu un gros effort dans le Moby Project, j'en parlerai un peu, de componentisation de Docker. On a une interface de plugin pour les volumes et pour le networking. Et on cherche toujours des opportunités en fait, pour trouver des points pour connecter en fait, Docker aux infrastructures existantes dans les entreprises pour le logging, le networking et le stockage, par exemple. Bon, et puis le dernier aspect, c'est la simplicité. C'est ce qui a fait le succès de Docker depuis le début. Les containers existaient déjà depuis des années. Moi, j'étais chez Sun avant, on avait les Solaris Zones. Avant, sous BSD, il y avait Jails. Ensuite, chez Google, Google utilisait LXC. Et en fait, c'était très difficile à utiliser. Donc, il n'y avait que quelques entreprises qui utilisaient ça. Docker, en fait, a vraiment simplifié les choses avec le Docker Client et la Docker API. Et donc, notre but, c'est toujours de simplifier les technologies, mais en gardant, en fait, dans l'industrie, on a un vrai problème où les gens imaginent toujours que simple est opposé à puissant. Et en fait, nous, on essaye de faire des produits qui sont à la fois simples et puissants. Et souvent, en fait, ça va ensemble. Les systèmes les plus puissants, en fait, sont les plus simples. TCP/IP est un bon exemple de ça. Donc, quand on regarde un peu ce qui se passe dans la plateforme, en gros, on a 4 couches pour simplifier. En dessous, on a le container runtime. Donc ça, c'est un projet qu'on appelle Containerd. C'est une extraction de tout le code de Docker qui s'occupe de faire tourner les containers et de gérer les images dans le projet Containerd. Les 2 dernières années, en fait, on a créé avec 40 autres vendeurs une organisation sous la Linux Foundation qui s'appelle l'Open Container Initiative. Depuis l'été dernier, en fait, l'Open Container Initiative a sorti 2 spécifications, une pour le runtime, une pour les images. Et en fait, Containerd implémente ces spécifications. Et Containerd, on est bientôt à une version 1.0. Il y a une 1.0 bêta qui est sur le GitHub repo. Donc ça, c'est le container runtime qui est utilisé dans Docker. On n'utilise pas encore la version 1.0, on est en train de travailler à intégrer ça. Au-dessus de ça, il nous faut une couche d'orchestration. Donc chez Docker, on a créé Swarm, qui est basé sur le projet open source SwarmKit. Donc ça, c'est notre couche d'orchestration qui est très intégrée dans Docker. Donc ça nous permet d'avancer très vite en fait, sur des fonctionnalités qui intéressent les clients, notamment en termes de sécurité. Donc le fait qu'il y ait l'identité cryptographique pour les nœuds, le fait qu'on ait des secrets qui soient encryptés et qui n'apparaissent que sur les nœuds où ils doivent apparaître. Donc ça, c'est notre couche d'orchestration.
Au-dessus de ça, on a des outils pour les développeurs, c'est Docker Community Edition. Donc c'est ce qu'on trouve sur Mac et Windows qui permet de développer des containers assez facilement avec Docker Build, Push et Pull, etc. Et puis au-dessus de ça, on a Docker Enterprise Edition, là qui est dédié aux entreprises pour mettre tous ces containers en production. Et la manière dont on améliore la plateforme, en fait, c'est un processus très simple. On écoute le feedback des utilisateurs, souvent positif, mais avec des commentaires sur ce qu'il faudrait améliorer. Ensuite, on améliore la plateforme et ensuite on répète. Et en fait, tout ce que fait la boîte, c'est d'écouter les clients et puis d'améliorer et de rajouter des fonctionnalités dans le produit. Et un des patterns, un des commentaires qu'on a entendu beaucoup sur toute l'année dernière, c'était au niveau de l'orchestration. Et donc là, le commentaire, c'était tout le monde n'utilise pas Swarm. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent Swarm et beaucoup d'utilisateurs qui utilisent Swarm et qui en sont contents. Mais il y a pas mal de gens qui préfèrent d'autres orchestrateurs, notamment Kubernetes. Et notamment dans les entreprises, ça pose un problème parce qu'il y a des poches qui utilisent Swarm, d'autres poches qui utilisent Kubernetes. Et en fait, ça oblige les utilisateurs ou les organisations à choisir entre bénéficier de tous les avantages de la plateforme Docker ou bien choisir leur orchestrateur préféré. Et donc, ce qu'on a annoncé à DockerCon cette semaine, c'est qu'on a rajouté le support de Kubernetes dans Docker. Donc maintenant, on se retrouve avec un système où on a la meilleure couche de management pour les entreprises de systèmes de containers. Au-dessus, les outils pour les développeurs avec Docker Community Edition que la plupart des gens utilisent. Et au niveau de l'orchestration, en fait, on a les deux orchestrateurs Swarm et Kubernetes dans le produit et qui permet en fait à Docker Platform de s'intégrer avec tout l'écosystème de Swarm et de Kubernetes. Donc ça veut dire que les drivers de networking de CNI vont marcher avec Docker. Pareil pour la future spécification CSI dans Kubernetes. Les gens qui utilisent kubectl, les outils de ligne de commande de Kubernetes peuvent interagir avec ça, avec la plateforme Docker directement. Et puis en dessous, on a Containerd. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'on a choisi Kubernetes? D'abord parce que les communautés Docker et Kubernetes sont très proches. Donc ça, c'est Brendan Burns qui était à DockerCon cette semaine, qui est un des fondateurs du projet Kubernetes. En fait, il a raconté qu'il a eu l'idée de Kubernetes dans le premier Docker Meetup à Seattle, qu'ensuite il l'a annoncé au monde à DockerCon en 2014. Et il y a Tim Hockin de Google qui est aussi venu, qui est un des maintainers Kubernetes aujourd'hui. En fait, l'idée, c'était qu'on ait une seule grande communauté, Docker et Kubernetes, et qu'on peut vraiment travailler ensemble. Et ils ont fait ce selfie assez amusant pendant le keynote sur scène. Donc voilà, dans Docker aujourd'hui, dans la version qui va venir, la prochaine version, vous aurez Swarm et Kubernetes comme orchestrateur. Alors, ce que ça veut dire pour les développeurs, ça veut dire qu'avant, quand j'étais un développeur sur mon laptop, si je développais une application, il fallait que je me pose la question, est-ce que l'équipe d'Ops va déployer ça sur Swarm ou sur Kubernetes? Si c'était sur Swarm, je pouvais le tester localement sur Swarm parce que Swarm tourne dans Docker pour Mac et Windows. Mais si c'était sur Kubernetes, en fait, il fallait utiliser tout un tas d'outils et les assembler ensemble. Et c'est relativement compliqué d'avoir un cluster Kubernetes qui marche bien sur un Mac et qui est bien intégré avec le Mac File System, le networking, etc. Pour le tester sur Kubernetes. Et donc maintenant, en fait, la prochaine version de Docker pour Mac et Windows viendra avec Swarm et Kubernetes. Et donc le développeur peut choisir s'il veut tester son application sur Swarm ou sur Kubernetes avant de le déployer en production. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Là, j'ai un build interne, on ne l'a pas encore sorti, de Docker pour Mac qui implémente les deux. Donc d'ailleurs, je me demande quelle version ils annoncent là-dedans. Voilà, c'est la 1709 Kubernetes Experimental Edition. C'est pas disponible pour tout le monde. Il y a une liste d'attente. Vous allez sur beta.docker.com, vous pouvez signer pour être dans la bêta. La bêta devrait arriver d'ici la fin de l'année. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors attendez, je vais agrandir mon terminal.
Voilà. Voilà. Donc là, déjà, quand j'installe Docker pour Mac, dans la nouvelle version, kubectl, les outils Kubernetes viennent avec. Donc kubectl est déjà installé et configuré pour aller parler au Kubernetes qui tourne dans la VM sur le Mac. Donc là, je fais un kubectl get nodes, et là, on voit qu'effectivement, il y a un master que j'ai déployé il y a 2 heures. Alors, je discutais avec Philippe sur le stand Google. En fait, je ne m'étais pas préparé pour cette démo, donc je lui ai demandé de me prêter son Wi-Fi sur son téléphone pour downloader cette version. Je l'ai installé, j'ai fait kubectl get nodes et ça marche. Donc, il n'y a rien à faire. C'est la version 1.8, donc c'est la dernière version de Kubernetes. Et ça tourne sur une version assez récente de LinuxKit, qui est en fait le toolkit qu'on utilise pour faire nos images Linux qu'on utilise dans les produits Docker. Donc ça, Kubernetes marche sur ma machine. Alors là, je vais vous montrer une application. Donc là, c'est une application que David Gageot du bureau de Paris a créée. Donc c'est une application toute simple. Je vais vous montrer le compose file. Donc voilà, c'est une application en fait qui affiche des mots assez rigolos pris au hasard. Et en fait, la caractéristique, c'est que plus on la scale, plus ça va être random. Et donc, plus on la scale, plus c'est rigolo. Donc, il y a juste un front-end web. Ça, c'est une petite appli web toute simple qui fait appel au Word Dispatcher en back-end. Ensuite, le back-end, c'est cette appli Word Java. Donc là, il y a 5 réplicas qui vont tourner. Et puis, il y a une database MongoDB derrière. Et puis ça, ce sont les data files qui permettent de remplir ça. Donc quand j'ai une appli comme ça, mon workflow normal pour travailler avec Docker, c'est que je fais un Docker Compose build. Voilà, et donc ça va regarder le compose file, regarder tous les Docker files qu'il y a dedans et construire mon application. Quand j'ai fini, je fais un Docker Stack Deploy. Ouais, je fais un Docker Stack Deploy de ce compose file et je l'appelle démo. Donc là, en fait, c'est le Docker Stack Deploy classique. Il va déployer tous mes services, il va faire 5 réplicas pour le back-end, il va lancer la base de données, etc. Et puis une fois que j'aurai fini, en fait, normalement, je pourrais ouvrir l'application sur mon laptop directement sur localhost parce qu'il y a une intégration profonde entre Docker pour Mac et le réseau du Mac. Je peux aussi regarder les logs si je veux, donc je peux faire un Docker Stack Logs pour voir si tout a bien démarré sur démo. Voilà, tout a l'air d'avoir bien démarré. Je peux faire un Docker Stack LS pour voir les stacks que j'ai déployés. Donc là, j'ai déployé que démo et il y a 4 services dedans. Docker Stack PS de démo. Donc là, je vois un peu tous les services qui ont été déployés avec mes images, etc. Et puis si je vais sur localhost en fait dans un browser, là on va faire shift refresh. Voilà, j'ai mon application qui tourne et qui trouve des mots rigolos, qui va aller trouver dans la base de données MongoDB, voilà, et puis je peux rafraîchir et en faire plus. Voilà, donc là j'ai déployé mon application, ça marche. Alors normalement à ce moment-là, si je suis un développeur Docker et sur Mac, et que mon équipe d'Ops va déployer ça sur Kubernetes, là, si je veux le tester, il va falloir que j'aille chercher Minikube, que j'écrive des fichiers YAML de configuration pour configurer tous ces services, et puis que j'utilise kubectl pour tester ça en local, avant de donner tout ça à mes Ops pour qu'ils puissent le déployer. Et en fait, la surprise, c'est que ce que je viens de vous montrer, en fait, c'était le Docker Client qui target le Kubernetes cluster local. En fait, il ne targetait pas Docker. Donc, on a réimplémenté l'API Docker au-dessus de Kubernetes en utilisant le mode d'extension natif de Kubernetes qui s'appelle les Custom Resource Definition et API Aggregation. Et donc, on a créé un CRD pour l'objet stack de Docker qu'on a dans Docker Swarm quand on fait un Docker Stack Deploy. Et en fait, ce CRD dans l'API Kubernetes, donc le client Docker cause à l'API Kubernetes
crée cet objet stack dedans. Et en fait, l'objet stack, derrière, décompose mon compose file et le transforme en objet Kubernetes. Et donc là, je peux aller dans kubectl et faire un kubectl getAll. Oups, kubectl getAll. Et là, je vais voir en fait que j'ai tout un tas d'objets Kubernetes correspondant à mon application qui ont été déployés automatiquement. Donc j'ai des pods, j'ai des déploiements, j'ai ici, je dois avoir des IP addresses, un load balancer. Donc en fait, la plateforme Docker s'occupe de faire la traduction entre le format du compose file et le format Kubernetes. Donc voilà, ça c'était la grande news qu'on a annoncée à DockerCon. Ça arrivera bientôt, d'ici la fin de l'année. Et là, d'ici là, vous pouvez signer sur beta.docker.com pour être notifié quand ça sera prêt. Voilà. Alors l'autre aspect, c'est Docker Enterprise Edition. Donc là, je n'ai pas assez de temps pour vous faire une démo Enterprise Edition, mais en gros, dans Enterprise Edition, on a tout un control plane, on peut se loguer sur une interface utilisateur. On peut créer des utilisateurs, des rôles, définir qui a accès à quoi. Et en fait, dans cette interface, je peux aussi déployer des applications en utilisant Swarm avec un compose file. Donc je prends mon compose file, je le paste dans l'interface utilisateur et je le déploie. Et en fait, ce qu'on vient de rajouter dedans, c'est donc il y a une démo qui elle doit être en vidéo. Si vous regardez sur le blog Docker, la vidéo du keynote est là, vous pourrez voir la démo. Donc maintenant, en fait, j'ai tout un tas d'objets nouveaux qui sont apparus, qui sont les objets Kubernetes, donc comme les load balancers, les pods, etc. Et j'ai une interface. L'interface qui me permettait de déployer avec un compose file, maintenant me permet de choisir le mode. Est-ce que je veux déployer mon compose file sous forme de container, sous forme de Swarm Services ou sous forme de Kubernetes Services. Et donc derrière, je paste mon compose file et ça déploie mon application. Et donc le résultat de ça, c'est qu'en fait, avec Docker Enterprise Edition, on se retrouve avec une plateforme de déploiement en production qui est 100% interopérable avec Kubernetes. Donc c'est le vrai Kubernetes, les bits open source qu'on ship avec notre plateforme. Et on utilise la méthode d'extension définie par le projet. Et on a tous les avantages en fait de Docker Enterprise Edition, c'est-à-dire la gestion du cycle de vie secure du cluster. Donc le fait de pouvoir déployer un cluster Kubernetes en haute disponibilité avec plusieurs masters en réutilisant ce qu'on a fait dans Swarm. Donc ça, c'est relativement facile. Le fait que les nœuds ont tous leur propre identité cryptographique. Toutes les fonctionnalités de gestion de la chaîne des containers, depuis la Docker Trusted Registry, Docker Content Trust, le scanning pour les vulnérabilités de sécurité et la promotion des images de staging en production, tout ça qui marchait avec Swarm marchera aussi avec Kubernetes. Ce qu'on appelle Secure Multi-Tenancy, c'est le fait qu'il y ait de l'access control et le fait de pouvoir définir des groupes et des droits pour les gens, donc ce qui est très important dans les entreprises. Et tout ça géré depuis un seul dashboard de management et supporté et certifié à la fois sur toutes les distributions Linux et sur Windows. Parce qu'en fait, on a aussi le support des containers Windows dans Docker Enterprise Edition. Donc voilà, c'était la grande nouvelle de la conférence. Et un dernier aspect dont je voulais parler, c'est le fait que en fait, toute cette innovation, à la conférence, il y a plein de gens qui étaient très surpris qu'on ait rajouté Kubernetes, mais en fait, cette innovation est faite dans des repositories GitHub qui sont ouverts. Le modèle de Docker, en fait, c'est qu'on innove au niveau des composants dans le projet Moby. Donc le projet Moby a tous les composants qu'on utilise pour fabriquer Docker Community Edition et Enterprise Edition. Et Moby a beaucoup de succès en ce moment, il doit y avoir 9000 contributeurs et 8000 PR par an. Et dedans, il y a tout un tas de composants comme SwarmKit, InfraKit, LinuxKit et Containerd. Certains de ces composants, on les donne à la Cloud Native Foundation. Donc cette année, on a donné Containerd, je crois, en mars. Et puis Notary le mois dernier et le vote vient de se terminer la semaine dernière.
Donc Notary va y aller aussi. Et en fait, pour les gens qui suivent les projets open source de Docker, ça ne devrait pas être une surprise. Containerd, on a commencé il y a 1 an. Et en fait, Containerd est né d'une discussion avec les mainteneurs Kubernetes où ils nous ont expliqué ce qu'ils attendaient d'un moteur de container idéal. Donc peut-être que certains d'entre vous ont suivi les polémiques qu'il y avait. Aujourd'hui, Kubernetes utilise Docker, et Docker a beaucoup d'opinions, notamment dans tout ce qui est networking, gestion des volumes, etc. Et Kubernetes a besoin de quelque chose de beaucoup plus petit. Donc on a pris tous ces requirements de la communauté Kubernetes, et avec la communauté, on a créé ce projet qui s'appelle Containerd, qui est le core container runtime, mais dont les specs en fait viennent directement du projet Kubernetes. L'idée, c'est que ce soit un runtime idéal pour être utilisé à la fois dans Docker et dans Kubernetes. On l'a contribué à la Cloud Native Foundation en 2017. En mars. En avril, à DockerCon, on a fait une démo, on a annoncé un projet qui s'appelle LinuxKit, qui permet de construire des distributions Linux très facilement, qui sont toutes basées sur des containers. Et on a fait une démo de Kubernetes sur LinuxKit. Ensuite, on a commencé à travailler sur un projet qui s'appelle CRI Containerd. Dans le projet Kubernetes, il y a une interface qui s'appelle la Container Runtime Interface. C'est une interface qui permet de rendre le moteur de container, de pouvoir en brancher des moteurs de containers différents. Donc aujourd'hui, cette interface est implémentée en termes de Docker. On a commencé à travailler avec Google pour l'implémenter en termes de Containerd. Et ce projet-là, en fait, CRI Containerd est en alpha en ce moment, et il planifie de rentrer en bêta dans les prochains mois. Et puis, en octobre, en fait, en septembre, on a eu un Moby Summit où on a montré LibNetwork et CNI. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'interface de LibNetwork et CNM, le Container Networking Model qui marche que dans Docker. On a implémenté en fait le support de CNI pour les drivers LibNetwork. Donc là, d'un seul coup, tout l'écosystème des drivers de networking LibNetwork peuvent être utilisés dans Kubernetes comme des drivers CNI. En octobre, on a donné Notary à la Cloud Native Foundation. Je crois que ça va être annoncé officiellement la semaine prochaine à la conférence open source à Prague. Et puis, la semaine dernière, on a annoncé une bêta de Docker avec le support de Kubernetes. Donc, je dirais que l'intégration et le travail avec la communauté, entre les communautés Moby et Kubernetes, en fait, les communautés sont très proches, travaillent depuis longtemps ensemble. Et là, en fait, maintenant qu'on a sorti cette intégration, ça va devenir encore plus facile de travailler ensemble. Et donc, on a eu le Moby Summit hier à Copenhague. On va faire un recap de tout ce qui a été raconté sur le Moby blog. Mais il y a eu, je ne sais plus, on a dû avoir 15 sessions différentes avec plein de projets assez pointus en fait, et pas mal de gens de l'écosystème. Donc il y avait les gens de Google qui parlaient de CRI Containerd, il y avait les gens de Resin.io qui parlaient du fait qu'ils ont pris Containerd en fait pour créer un engin de container qui soit idéal pour les scénarios IoT, donc pour les tout petits devices. Et puis il y a eu plein de cas d'utilisation différents, donc je vous conseille de regarder ça. On avait aussi un panel sur le serverless que j'animais à DockerCon, et avec 3 représentants des projets OpenFaaS. Ça c'est Alex Ellis qui est un Docker Captain. Donc ça c'est un framework qui tourne à la fois sur Swarm et Kubernetes. On avait le projet d'IBM. Et puis, comment il s'appelle ? OpenWhisk, voilà, d'IBM. Et puis, on avait le nouveau projet FN que Oracle a open sourcé il n'y a pas longtemps. Pour les développeurs Java, ce qui est rigolo dans FN, ils ont fait un truc vraiment sympa qu'ils nous a montré hier. Ils ont implémenté, pour orchestrer en fait, les fonctions différentes, les fonctions appelées de manière asynchrone, ils ont implémenté l'interface Completable Future en Java 8. Et en fait, ça permet à un développeur Java de coder en utilisant des futures sans avoir à se préoccuper du framework serverless en dessous. Donc, tout ça pour dire que dans le Moby Project, en fait, il y a plein de projets différents sur plein d'aspects des containers, depuis les small devices jusqu'au serverless. Et en fait, tous les talks ont été enregistrés, donc vous pourrez regarder les vidéos là-dessus. Il y a toute une communauté qui a travaillé sur cette intégration. Et une autre annonce qu'on a faite qui est assez importante au niveau communauté, c'est que
Dans la gouvernance des projets Docker et des projets Moby, en fait, on a une clause qui s'appelle BDFL, ça s'appelle le Benevolent Dictatorship for Life. C'est un terme qui avait été créé pour Guido van Rossum dans le projet Python pour dire s'il y a le moins de problèmes et que les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord, le niveau ultime d'escalation, c'est Guido et c'est lui qui décide. Et donc, dans les projets Moby, on avait la même chose avec Solomon comme le BDFL. Et donc là, après toute cette collaboration avec les autres communautés, en fait, on est en train de changer ça et on a créé un Technical Steering Committee qui sera élu. Et c'est ce comité élu, en fait, qui résoudra les conflits dans la communauté, enfin les conflits techniques, en fait, sur ces projets-là. Voilà, donc le Moby Summit à Copenhague, je vous conseille d'aller voir le recap sur le blog de Moby. Bon, peut-être dans une semaine ou deux, il faut que je récupère de DockerCon avant de l'écrire. Voilà. Et un dernier truc que je voulais vous conseiller, c'était, donc ça c'est, comme vous pouvez le voir, je suis très intéressé par la philosophie asiatique, mais aussi française. Donc il y a un philosophe qui s'appelle François Julien, qui est un philosophe français, mais spécialiste de la Chine. Et en fait, il arrive en faisant rebondir les idées de la philosophie chinoise avec les idées de la philosophie européenne, enfin grecque en fait, Platon et Aristote. Il essaye de trouver les impensés de la philosophie européenne sur certains aspects. Et il a écrit 2 bouquins récemment que j'ai trouvé, que je trouve qui s'appliquent vraiment très bien en fait. Le premier s'appelle Les transformations silencieuses. Et là, il parle de comment en fait les transformations les plus profondes dans nos vies se passent de manière silencieuse sans qu'on s'en rende compte. Et à un moment, il y a un événement qui fait qu'on se rend compte qu'on a changé. Et ça, en fait, je trouve que ça s'applique très bien à la transformation des entreprises et à l'approche avec Docker, en fait, de faire des petits changements plutôt que de faire un gros changement brutal. Et l'autre s'appelle Une seconde vie, où c'est, bon ça c'est pour les gens comme moi qui ont passé la quarantaine, ce qu'on appelle la midlife crisis en anglais. C'est comment inventer une deuxième vie à partir de ces expériences de la première. Et là, en fait, je trouvais que ça s'appliquait très bien pour la modernisation de vos applications. Elles aussi ont droit à une seconde vie. Voilà. La version de Docker Enterprise Edition et Community Edition qui inclut Kubernetes, ce sera disponible pour tout le monde en Q1 2018. Donc Q1 2018, ça veut dire fin mars. Peut-être le 1er janvier, mais j'en doute. Par contre, il y a une bêta qui vient dans les prochaines semaines. Donc vous pouvez vous inscrire sur docker.com/kubernetes. Et là, il y a une liste d'attente. Et on essaiera de faire rentrer des gens dès que ce sera d'une qualité un peu meilleure. Là, ce que je vous ai montré, ça marche bien, mais ce n'est pas encore complètement productisé. Voilà un peu les nouvelles de la DockerCon. Et je crois qu'on a le temps pour quelques questions. Ouais, une ou deux questions. D'accord. Ok, bon, ben merci beaucoup.